Un officier raciste détruit le stand de limonade d'un garçon noir, mais il ne sait pas que le père du garçon est un général de l'armée. Marcus Hayes, 12 ans, s'est réveillé tôt ce matin-là, plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, il devait travailler à son objectif, gagner suffisamment d'argent pour s'acheter un vélo rouge brillant dont il rêvait depuis des mois. Marcus n'était pas le genre d'enfant à s'attendre à ce que tout lui soit donné. Fils du général David Hayes, un officier de l'armée très respecté et souvent déployé, Marcus avait appris la valeur du travail acharné, de la discipline et de l'autonomie dès son plus jeune âge. Alors que son père était souvent en mission, sa mère lui avait inculqué la conviction qu'aucun rêve n'était trop grand s'il était prêt à travailler pour l'atteindre. C'est dans cet esprit que Marcus avait installé un stand de limonade pour l'été, un projet qui était rapidement devenu sa fierté et sa joie. Chaque après-midi, il installait une petite table en bois au coin de la rue, près de sa maison de banlieue, et y disposait soigneusement ses provisions. Des pichets de limonade fraîchement pressés, des piles de gobelets en plastique et un panneau peint à la main sur lequel était écrit « Limonade de Marcus, 50 cents la tasse ». Le stand était devenu un lieu de prédilection pour les voisins. Les gens s'arrêtaient souvent non seulement pour la limonade, mais aussi pour le sourire chaleureux et l'attitude polie de Marcus. Son énergie joyeuse était contagieuse, et de nombreux voisins se mettaient en quatre pour soutenir ses efforts, en laissant des pourboires ou en l'encourageant. Même la mère de Marcus, occupée à jongler entre le travail et la maison, s'arrêtait pendant ses courses pour sourire à la file de clients qui s'allongeait et dire fièrement à quiconque lui demandait « C'est mon fils ». Mais tout le monde n'appréciait pas l'esprit d'entreprise de Marcus. L'agent Brian Keller, un policier d'âge moyen avec une coupe courte et un air renfrogné en permanence, avait remarqué le stand lors d'une de ses patrouilles de routine. Keller avait acquis dans le quartier la réputation d'être inutilement dur, en particulier envers les résidents noirs. Pour lui, le stand de limonade de Marcus n'était pas une démonstration charmante d'ambition enfantine, c'était une horreur et une nuisance. Depuis des semaines, Keller passe devant le stand en marmonnant à voix basse à propos de « jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ». Son irritation grandit à chaque fois qu'il voit un autre voisin sourire en repartant avec une tasse de limonade. Le stand de Marcus représente quelque chose que Keller n'aime pas. Un jeune garçon noir qui réussit, même modestement, sans demander la permission. Cet après-midi était particulièrement chaud. Marcus travaille depuis des heures, essuyant la sueur de son front en saluant joyeusement les clients. Il vient de servir un voisin plus âgé et amical lorsque le bruit d'un moteur de voiture qui s'arrête le fait lever les yeux avec curiosité. Une voiture de police s'arrête sur le trottoir et l'officier Keller en sort. Le visage de Marcus s'illumine, supposant que l'officier pourrait vouloir boire un verre. « Bonjour, monsieur. Voulez-vous de la limonade ?» Marcus demanda d'une voix enjouée. L'expression de Keller était cependant loin d'être amicale. Ses yeux se plissèrent alors qu'il se dirigeait vers le stand. « Avez-vous un permis pour cela ?» demanda-t-il d'une voix aiguë. Marcus cligna des yeux, confus par la question. « Un permis ? C'est juste un stand de limonade, monsieur, » répondit-il, essayant de garder un ton respectueux. Keller croisa les bras, sa posture dominant le garçon. « Tu ne peux pas simplement installer un magasin où tu en as envie, » dit-il froidement. « Ce n'est pas un libre-service. Tu as besoin d'un permis pour exploiter quoi que ce soit sur la propriété publique. Emballez tout. » Marcus hésita, jetant un coup d'œil aux voisins qui avaient commencé à se rassembler à proximité, leurs expressions allant de l'inquiétude à l'incrédulité. « Mais je ne fais de mal à personne, » dit doucement Marcus. « J'essaie juste d'économiser pour un vélo. » Les lèvres de Keller se tordirent en un ricanement, son ton devenant plus dur. « J'ai dit d'emballer tout. Maintenant. » Marcus regarda le petit aménagement qu'il avait travaillé si dur à construire, le cœur serré. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-il, la voix tremblante. « Ne puis-je pas juste… » Avant que Marcus ne puisse terminer, Keller s'avança dans un élan soudain d'agressivité. Il saisit le bord de la table et la renversa, envoyant les pichets de limonade, les tasses et les pièces s'écraser au sol. La limonade se répandit sur le trottoir, trempant le panneau peint à la main que Marcus avait passé des heures à perfectionner. Le bruit de l'accident résonna dans le silence, tandis que la petite foule de voisins haletait. Quelques personnes se rapprochèrent, murmurant entre elles avec colère, mais personne n'osa intervenir.
Marcus regarda le désordre avec stupeur, les larmes aux yeux, alors que son rêve d'une nouvelle moto semblait se briser devant lui. Keller se tenait au-dessus de lui, son ombre se profilant. « La prochaine fois, respecte les règles », dit-il froidement, sa voix dégoulinant de mépris. Sans attendre de réponse, il se retourna et retourna à sa voiture, laissant le garçon debout, figé dans les décombres de ce qui avait été sa plus grande fierté. Alors que la voiture s'éloignait, les voisins commencèrent à s'approcher de Marcus, leur visage un mélange de sympathie et d'indignation. Une femme se pencha pour l'aider à ramasser les pièces renversées, tandis qu'une autre récupérait le panneau et essayait de l'essuyer. Marcus, les mains tremblantes, ramassa les morceaux brisés de son support, son esprit se bousculant de questions. Pourquoi cela était-il arrivé? Qu'avait-il fait pour mériter un tel traitement? De l'autre côté de la rue, un homme sortit son téléphone et commença à filmer la scène. « Ce n'est pas bien, » marmonna-t-il dans sa barbe. « Ce garçon n'a rien fait pour mériter ça. » La mère de Marcus arriva quelques instants plus tard, le visage déconfit lorsqu'elle vit son fils agenouillé à côté des décombres. « Marcus, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en le prenant dans ses bras. « Ils ont dit que j'avais besoin d'un permis, » dit Marcus, la voix brisée. « Il a tout renversé. » Alors qu'elle le serrait contre elle, son expression passa du choc à la détermination. « Nous allons arranger ça, Marcus, » dit-elle fermement. « Je te le promets. » À des kilomètres de là, dans un autre fuseau horaire, le général David Hayes terminait un briefing lorsque son téléphone vibra avec un message de sa femme. Une seule photo jointe au texte fit bouillir son sang. Marcus assis sur le trottoir, entouré de limonade renversée et de rêves brisés. Le général Hayes ferma son ordinateur portable et se leva, l'air sombre. « Trouvez-moi un vol pour rentrer à la maison, » dit-il à son assistant. « Maintenant. » Lorsque le général David Hayes rentra chez lui tard ce soir-là, le spectacle qui l'accueillit était bien loin de l'accueil chaleureux qu'il recevait habituellement. Marcus était assis, voûté, sur les marches du porche, les mains agrippées au bord de ses genoux et les yeux gonflés de larmes. Les restes de son stand de limonade détruit s'empilaient sur le trottoir. Un pied de table cassé, une pancarte déchirée et des pichets vides. C'était comme si les décombres reflétèrent l'esprit abattu du garçon. David laissa tomber son sac de sport et se précipita vers son fils. « Marcus, que se passe-t-il » demanda-t-il, s'accroupissant pour rencontrer le regard baissé de son fils. Marcus hésita, les lèvres tremblantes. Mais dès que David posa une main ferme sur son épaule, l'histoire se déversa comme une vanne qui se brise. Marcus lui raconta tout. Comment l'officier Keller s'était arrêté sans provocation, l'avait accusé d'avoir enfreint les règles et avait détruit le stand qu'il avait travaillé si dur à construire. La voix du garçon se brisa lorsqu'il décrivit le bruit de la table renversée, de la limonade qui se renversait et l'humiliation d'être resté debout après coup. La mâchoire de David se serra, ses larges épaules se crispèrent sous l'effet d'une fureur à peine contenue. Son esprit s'emballa tandis que Marcus parlait, mais il resta silencieux, laissant son fils s'exprimer. Quand Marcus releva enfin les yeux, le visage rouge de frustration, il demanda « Pourquoi, papa? Pourquoi a-t-il dû faire ça? C'est juste de la limonade. Je ne faisais de mal à personne. » David prit une profonde inspiration et s'agenouilla devant son fils, le regardant dans les yeux. « Marcus, écoute-moi attentivement, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Tu n'as rien fait de mal. Cet officier ne t'a pas pris pour cible à cause de la limonade. Il l'a fait parce qu'il le pouvait, parce qu'il pensait que personne ne l'arrêterait. » Les sourcils de Marcus se froncèrent. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça? David s'arrêta, cherchant les bons mots. Il y a des gens dans ce monde qui abusent de leur pouvoir, Marcus. Ils l'utilisent pour rabaisser les autres au lieu de les élever. Mais je tiens à être très clair. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon fils. Et personne ne s'en prend à ma famille. Marcus cligna des yeux, une lueur d'espoir remplaçant le désespoir dans ses yeux. Qu'allons-nous faire? David se leva, sa silhouette imposante rayonnant maintenant de détermination. Nous allons faire en sorte que cela ne t'arrive plus jamais, ni à personne d'autre. Cette nuit-là, après que Marcus soit allé se coucher, David n'a pas perdu de temps. Assis à la table de la cuisine, il a pris son téléphone et a commencé à passer des appels. Sa liste de contacts était longue et impressionnante,
rempli de noms de ses décennies de service militaire, généraux, sénateurs, même quelques journalistes. Il a commencé par le commissariat local, exigeant de parler au chef de la police. Lorsque ses appels ont été ignorés, il a intensifié ses appels, appelant les autorités supérieures et laissant des messages fermes et précis. Ici le général David Hayes, a-t-il déclaré lors d'un appel, sa voix aigre et contrôlée. Je voudrais signaler un incident impliquant votre département. J'attends une réponse d'ici demain matin. Les appels ne se sont pas arrêtés là. David a contacté un vieil ami, le colonel Thomas Reeves, qui avait quitté l'armée pour occuper un rôle important dans la politique de l'État. « Thomas, j'ai besoin d'une faveur », a déclaré David, racontant l'épreuve. Reeves a promis de l'aider, et à la fin de la conversation, David avait obtenu une ligne directe avec le bureau du gouverneur. À minuit, David était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et ses doigts tapant furieusement. Il rédigea un rapport détaillé de l'incident, en y joignant des photos du stand détruit de Marcus que les voisins avaient envoyé plus tôt. Il recueillit les déclarations des témoins, dont beaucoup avaient envoyé leur récit par SMS à la mère de Marcus après l'incident. L'histoire était accablante, un exemple clair d'abus d'autorité. Pendant qu'il travaillait, Reggie, un voisin et journaliste à la retraite, frappa à la porte avec sa tablette à la main. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé », dit Reggie en secouant la tête. « Ce policier a choisi le mauvais gamin avec qui s'en prendre. » Reggie avait déjà écrit un éditorial condamnant l'incident, promettant de le publier dans le journal local avant le lever du soleil. Le lendemain matin, les lignes téléphoniques du service de police étaient inondées de plaintes de citoyens inquiets qui avaient noté l'éditorial ou la vidéo virale qu'un voisin avait mise en ligne. Les images montraient Keller renversant la table, fusillant Marcus du regard et partant sans l'ombre d'un remords. Lorsque David a conduit Marcus à l'école, le commissariat était en pleine crise. Keller n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Alors qu'il entrait au commissariat pour son service, ses collègues évitaient son regard, la tension dans l'air étant palpable. La rumeur s'était répandue selon laquelle le père du garçon n'était pas n'importe quel parent en colère, c'était un général de l'armée décoré avec l'influence nécessaire pour ébranler le département jusqu'à ses fondations. De retour à la maison, David a reçu un appel de la chef de police Linda Harper. Son ton était réservé mais respectueux. « Général Hayes, j'ai été mis au courant de la situation impliquant votre fils, » a-t-elle commencé. « J'espère que oui, » a répondu froidement David. « Ce que je veux savoir, c'est ce que vous allez faire à ce sujet. » La chef Harper lui a assuré qu'une enquête interne avait été lancée et que Keller avait été temporairement réaffecté pendant que l'affaire était examinée. Mais David ne s'est pas contenté de ces assurances. « Il ne s'agit pas seulement de Marcus, » a-t-il déclaré. « Il faut s'assurer que cet officier et tous les autres comme lui comprennent que leur badge ne leur donne pas le droit d'intimider des innocents. » Plus tard dans la soirée, alors que David était assis sur le porche avec Marcus, son téléphone a vibré avec un autre appel, cette fois d'une chaîne d'information nationale. Il voulait diffuser l'histoire, la qualifiant d'exemple flagrant d'injustice systémique. David a jeté un coup d'œil à Marcus, qui dessinait sur un nouveau morceau de carton pour une nouvelle enseigne de stand de limonade. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça, gamin ?» a demandé David, ébouriffant les cheveux de Marcus. Marcus a hoché la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je veux juste améliorer les choses, papa. » David a souri, la fierté gonflant dans sa poitrine. « Alors mettons-nous au travail. » Le lendemain, David Hayes a revêtu son uniforme militaire complet, les médailles polies sur sa poitrine capturant la lumière du matin. Avec Marcus à ses côtés, il est entré dans le commissariat local. Les têtes se tournèrent, tandis que l'homme grand et large d'épaules traversait le hall, ses pas posés et son expression inébranlable. Les officiers échangèrent des regards inquiets. Des murmures se répandirent dans la salle. David s'approcha de la réception, où un jeune sergent redressa nerveusement sa posture. « Je suis ici pour voir l'officier Brian Keller », dit David, sa voix calme mais chargée d'autorité. Le sergent hésita, le poids du moment s'installant. « Laissez-moi voir s'il est disponible, monsieur », balbutia-t-il avant de se retirer à l'arrière. Quelques minutes plus tard, l'officier Keller entra dans le hall, son sourire narquois s'effaçant dès qu'il vit l'uniforme de David et le regard sévère sur son visage. L'assurance habituelle de Keller disparut lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un citoyen ordinaire. « Puis-je vous aider ?» demanda Keller,
son ton défensif mais manquant de confiance. David s'avança, sa présence planant sur le jeune officier. Marcus se tenait légèrement derrière lui, regardant son père avec un mélange d'admiration et d'anticipation. « Vous pouvez commencer », dit David, sa voix ferme mais froide, en expliquant pourquoi vous avez pensé qu'il était acceptable d'humilier et de vandaliser le stand de limonade de mon fils. Keller serra les dents. « J'appliquais la loi, » dit-il, essayant de paraître résolu. « Votre fils n'avait pas de permis. » David plissa les yeux et son ton devint plus dur. « N'insultez pas mon intelligence. Nous savons tous les deux que cela n'avait rien à voir avec les permis. Vous n'avez rien fait respecter. Vous avez intimidé un garçon de 12 ans, mon fils, et détruit ce qu'il avait construit de ses propres mains. » Le visage de Keller rougit, son sang-froid se brisant sous le poids des mots de David. « Je faisais juste mon travail, » balbutia-t-il. David fit un pas en avant, sa voix baissant mais gagnant en intensité. « Votre travail consiste à protéger et à servir, pas à intimider les enfants et à abuser de votre autorité. Vous avez pointé votre badge sur mon fils et pensiez vous en tirer, mais vous avez choisi la mauvaise famille à cibler. » À ce stade, l'échange avait attiré l'attention des autres officiers et du personnel du commissariat. Un silence tendu planait dans l'air tandis que tous les regards se tournaient vers la confrontation. Le capitaine du commissariat, un homme d'un certain âge, aux sourcils froncés et à l'uniforme impeccable, apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, observant la scène avec inquiétude. « Général Hayes, » dit le capitaine, s'avançant pour désamorcer la situation. « Discutons-en dans mon bureau. » David lança un dernier regard noir à Keller avant d'acquiescer et de suivre le capitaine. Marcus marchant tranquillement aux côtés de son père. Une fois à l'intérieur du bureau, David retira son chapeau et s'assit en face du capitaine, sa posture droite et son expression inébranlable. Marcus s'assit à côté de lui, serrant les restes de son panneau déchiré de stand de limonade. « Capitaine, je suis ici parce que votre officier a franchi une ligne, » commença David, sa voix ferme mais constante. « Il a humilié mon fils, détruit ses biens et violé le serment même qu'il a juré de respecter. » Le capitaine hocha la tête, le visage grave. « J'ai entendu certains des rapports, mais j'aimerais entendre le compte-rendu complet. » David n'a pas hésité. Il a décrit l'incident avec minutie, ses mots peignant une image vivante de l'agression de Keller et de l'humiliation de Marcus. Il a présenté des déclarations de témoins recueillies auprès de voisins qui avaient vu l'événement, ainsi que la vidéo capturée par l'un d'eux. Il a posé le téléphone sur le bureau du capitaine, a appuyé sur lecture pendant que l'enregistrement montrait Keller renverser la table et déchirer le panneau. Le son de la voix de Marcus implorant une explication résonnait dans le bureau. Le capitaine a regardé la vidéo en silence, son expression s'assombrissant à chaque seconde qui passait. Au moment où la vidéo s'est terminée, il s'est assis dans son fauteuil, expirant brusquement. « C'est accablant », a-t-il admis en se frottant la tempe. « Je n'essaierai pas de défendre les actions de l'officier Keller. » Keller, qui avait été convoqué dans le bureau au milieu de la discussion, se tenait dans un coin, le visage pâle et les mains agitées nerveusement. « Capitaine, a-t-il commencé. « Ça suffit, » dit sèchement le capitaine, l'interrompant. « Je ne veux pas entendre d'excuses. » David se tourna vers Keller, la voix froide. « Tu fais honte à ce badge, » dit-il. « Sais-tu ce que mon fils a appris hier ? Que les personnes qui sont censées le protéger pourraient être celles qui lui feront le plus de mal. Et c'est de ta faute. » Keller essaya de parler à nouveau, mais le capitaine le fit taire d'un regard noir. « Officier Keller, à compter de maintenant, vous êtes mis en congé administratif en attendant une enquête complète. Rendez votre badge et votre arme à feu. » La bouche de Keller s'ouvrit, ses yeux se balançant entre le capitaine et David. « Mais... c'est un ordre, » aboya le capitaine, ne laissant aucune place à la discussion. Keller sortit en trombe du bureau, le visage déformé par la colère et l'humiliation. Le capitaine se tourna vers David et Marcus, son ton plus doux mais toujours sérieux. « Général Hayes, je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, mais je peux vous promettre ceci. Keller devra en subir les conséquences. Ce département ne tolère pas un comportement comme le sien. » David hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Bien, » dit-il.
Parce que si j'ai ne serait-ce qu'un murmure que cela se reproduise, je m'assurerai que cela ne s'arrête pas là. Compris? Oui, monsieur, répondit le capitaine, son ton respectueux. En quittant le bureau, Marcus leva les yeux vers son père, un sentiment de fierté lui enflant la poitrine. Il avait déjà vu son père en tant que soldat et leader, mais cette fois, c'était différent. C'était personnel. Quand ils sortirent, une petite foule de journalistes et de membres de la communauté s'était rassemblée, l'histoire se répandant déjà dans la ville. David posa une main protectrice sur l'épaule de Marcus, le protégeant des flashs des caméras. « Rentrons à la maison », dit David, conduisant son fils vers la voiture. Mais alors qu'il partait, Marcus ne pouvait s'empêcher de penser que les actions de son père avaient semé les graines de quelque chose de plus grand, un combat pour l'équité, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis petits. L'enquête sur la conduite de l'officier Keller s'est déroulée avec une minutie dont le département avait rarement fait preuve auparavant. Sous la pression croissante du public, des médias locaux et des voix influentes au sein des communautés militaires et des droits civiques, le département de police a été contraint d'agir de manière décisive. Le casier judiciaire de Keller a révélé une tendance inquiétante à la discrimination et aux plaintes pour harcèlement qui avaient été balayées sous le tapis pendant des années. Cette fois, cependant, les preuves étaient irréfutables. La vidéo virale de lui en train de détruire le stand de limonade de Marcus, associée aux témoignages de témoins oculaires, ne laissait aucune place aux excuses. À la fin de l'enquête, Keller a non seulement été licencié, mais également interdit de servir à nouveau dans les forces de l'ordre. Déshonoré publiquement, il est devenu un symbole des problèmes systémiques que la communauté s'efforçait de résoudre. L'incident a déclenché un activisme local, déclenchant des conversations sur la responsabilité de la police et le profilage racial qui ont eu des répercussions bien au-delà du quartier de Marcus. Pour Marcus, les retombées ont été douces amères. Son stand de limonade, autrefois un petit projet d'été, s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Avec les encouragements de son père, Marcus a décidé de reconstruire, pas seulement pour lui-même, mais pour sa communauté. « Si je dois recommencer, je veux que cela ait de l'importance », a dit Marcus à son père un soir. David, comme toujours, était prêt à soutenir son fils. Ensemble, ils ont reconstruit le stand avec des matériaux plus solides, en ajoutant des panneaux colorés et même un pot de don pour un centre de jeunesse local. L'objectif de Marcus était simple, montrer que personne ne pouvait lui enlever sa détermination ou ses rêves. Lorsque Marcus a rouvert son stand, la réponse a été écrasante. Des voisins, des amis et même des inconnus se sont précipités pour le soutenir, achetant de la limonade par gallon et remplissant le pot de don à ras-bord. Un journaliste local a couvert l'histoire, surnommant le stand de Marcus « la limonade de la résilience ». Le soutien de la communauté a rappelé à Marcus que si les préjugés et la cruauté existaient, la gentillesse et la solidarité existaient aussi. David se tenait fièrement derrière son fils, regardant Marcus servir les clients avec assurance et discuter avec aisance. C'était un contraste frappant avec le garçon silencieux qui avait pleuré sur leur porche quelques jours plus tôt. Voir Marcus reprendre confiance en lui remplit David à la fois de fierté et de soulagement. Il savait que son fils apprenait une leçon bien plus importante que la valeur du travail acharné. Il apprenait à rester debout face à l'adversité. Mais l'impact de Marcus ne s'est pas limité au stand de limonade. L'argent qu'il a récolté pour le centre jeunesse a permis de financer de nouveaux programmes, notamment une initiative de bourse d'études qui portait son nom. David a également profité de l'incident pour faire pression en faveur d'un changement plus large. En s'appuyant sur ses relations au sein de l'armée et du gouvernement local, il a uni ses efforts pour mettre en œuvre une formation sur les préjugés pour les officiers et renforcer les politiques autour de la police de proximité. Au fil du temps, le stand de limonade de Marcus est devenu plus qu'un simple endroit pour acheter une boisson rafraîchissante. Il est devenu un symbole d'espoir. Des groupes scolaires sont venus écouter Marcus parler de résilience et d'équité, et d'autres enfants du quartier ont été inspirés à créer leur propre petite entreprise. Marcus, autrefois victime d'un acte injuste, est devenu un leader à part entière. Des années plus tard, alors que Marcus se préparait à partir à l'université, il a réfléchi à cet été charnière. Il avait décidé d'étudier le droit, inspiré par le combat de son père pour la justice et par ses propres expériences.
Tu m'as montré comment défendre ce qui est juste, papa, a déclaré Marcus un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche. David a souri, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Tu m'as montré à quel point tu es fort, mon fils. Je ne pourrais pas être plus fier. Alors que Marcus partait pour commencer le prochain chapitre de sa vie, David restait sur le porche, regardant les feux arrière s'éteindre au loin. Le stand de limonade se tenait toujours dans son coin, désormais un élément permanent du quartier. Pour David, c'était un rappel de la façon dont un acte d'injustice avait déclenché une vague de changement. Un changement qui a commencé avec le courage de son fils et son refus de reculer. Et pour Marcus, cet été n'a pas été seulement un moment difficile, c'était le début d'un voyage. Un voyage qui allait faire de lui une force pour l'équité et l'égalité, portant les leçons que son père lui avait enseignées dans le futur.